Ok, donc il y a un livre sur lequel je suis retombé tout récemment et dont je parle beaucoup avec mes collègues en ce moment, c'est Smart Simplicity du Boston Consulting Group, qui a été publié en 2014 déjà, et qui est un livre qui sera peut-être toujours d'actualité. En tout cas, c'est vraiment une ressource pour progresser extraordinaire. C'est en train de devenir la Bible de certains de mes collègues d'ailleurs. Et sur la quatrième de couverture, il y a écrit: selon l'indice de complexité du Boston Consulting Group, la complexité de l'environnement économique a été multipliée par 6 entre 1954 et 2014, donc en 60 ans. Dans le même temps, la complication des organisations, marquée par une multiplication des structures, processus, systèmes, comités, instances de prise de décision, a été multipliée par 35. C'est-à-dire que quand le monde se complique à une échelle de 1 à 6, eh ben nous, on complique nos organisations à peu près 6 fois plus encore. Et ce dont ce livre parle, c'est du fait que les solutions qu'on utilise pour simplifier, en fait, pour répondre à cette complexité, ces solutions créent des labyrinthes organisationnels et que ça bride à la fois l'innovation, ça bride la productivité et en plus ça démotive les personnes et ça crée toujours plus de souffrance au travail. Et ça, on le voit plus depuis début 2020 parce que, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, le numérique et la distance sont probablement que les détonateurs de bombes préexistantes et ces bombes, ce sont les complications inutiles, les complications excessives et puis aussi peut-être le manque d'outils, de techniques, de méthodes, de systèmes pour faire équipe. Puis je cite une dernière fois ce livre extraordinaire, page 84-85. Aucune panoplie d'instructions ne sera jamais assez complète, récente et flexible pour faire le tour de tous les besoins nombreux, changeants et contradictoires qui s'expriment sur le lieu de travail. Ce n'est que lorsque les personnes recourent à leur jugement et à l'information à leur disposition qu'elles sont en mesure de gérer les contradictions inhérentes aux exigences complexes de la performance. Et donc aujourd'hui, moi, c'est ça que je vous propose de visiter et d'explorer, c'est comment rendre ça non seulement possible, cette capacité à réagir aux circonstances, à utiliser notre jugement et nos informations disponibles, mais aussi plaisant et performant. Comment est-ce qu'on peut rendre ça à la fois possible et plaisant, et bien sûr que ça produise du résultat, que ça produise de l'efficacité. Donc le focus aujourd'hui, c'est vraiment comment euh, créer, construire, développer des équipes capables de surfer le chaos. Je vais expliquer un petit peu plus ce qu'on entend par chaos dans cette expression. Un petit mot simplement pour rappel sur qui héberge ce webinaire. Donc, j'ai été invité par Evimeria, le cabinet créé par Sébastien Beaumoron. Sébastien, voilà, pour ceux qui ont déjà parcouru les épisodes précédents, vous le savez, il a un CV et des publications et des actions beaucoup trop longues pour tenir sur 1 heure de webinaire. Donc, je ne vais pas faire le détail, mais sur son site, vous avez l'ensemble de tout ce qu'il a déjà commis. Et donc, voilà, les mots-clés de Sébastien, c'est risques psychosociaux, qualité de vie au travail, thérapie, analyse de pratique, neuropsychologie, formation, beaucoup de formation, et sur plusieurs continents, puisqu'on en a parlé récemment. Sébastien est en train de créer un parcours, notamment pour le continent africain. Et puis, Digital Collab est l'organisation que j'ai créée en 2011 et que j'anime aujourd'hui. Donc, l'enjeu de Digital Collab, c'est vraiment de simplifier la collaboration, quelles que soient les circonstances. Et donc, c'est ça que je me propose de vous partager aujourd'hui. L'enjeu pour moi, c'est que vous, au cours de ce webinaire ou de cette vidéo, si vous la regardez en différé, c'est que vous puissiez capter au moins une pépite, quelque chose de concret que vous allez pouvoir mettre en œuvre potentiellement dans les heures qui viennent, dans la demi-journée qui vient, c'est-à-dire l'utiliser lors de votre prochaine discussion ou planification de réunion avec vos collègues ou avec des clients. Et je suis très heureux d'ailleurs que ces derniers jours, plusieurs personnes m'ont partagé, que ce soit dans des événements présentiels ou par LinkedIn, qu'elles ont mis en œuvre des choses que j'ai pu suggérer, proposer. Par exemple, hier, quelqu'un dans une banque, quelqu'un que j'ai croisé m'a dit, ben, écoute, vu que la dernière fois on a fait un atelier en cercle, sans table, et ça m'avait marqué à quel point ça permettait de faciliter la parole, eh ben, j'ai fait pareil avec des clients jeudi dernier, et ça a été génial. Et je les ai questionnés sur pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils pouvaient gagner. Et à la fin, du coup, ben, ils étaient tous un peu obligés de repartir avec un résultat et ça a été super canon. Donc moi, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. C'est pas tellement de prendre tout ça comme un cours ou un ensemble de contenus qu'il faudrait retenir, mais vraiment de capter au passage la pépite qui vous fera encore un petit peu progresser. Alors mes messages clés aujourd'hui sur ce thème des équipes capables de surfer le chaos, c'est
j'ai 3 messages essentiels qu'on va développer. Le premier, c'est la question est moins est-ce possible que comment faire. Voilà. Trop souvent, on se pose des questions fermées. Je vais y revenir. Est-ce que c'est possible, pas possible? Le sujet, c'est comment on fait et quel est le prochain pas que je peux faire pour que mon équipe et mon écosystème soient de plus en plus capables de faire avec les circonstances. Le deuxième message, c'est que mieux résoudre les problèmes, c'est savoir mieux discuter, mieux décider et mieux agir. Et ça, quelle que soit la distance, bien sûr, qu'on soit dans la même pièce ou pas, savoir mieux résoudre les problèmes, c'est surtout savoir mieux discuter, décider et agir. Et le troisième message, c'est vraiment l'invitation à adopter le système digital qui soit le plus simple possible pour le fonctionnement de l'équipe. Et donc, spoiler ici, le mail est l'outil le plus compliqué pour faire équipe. Voilà, j'expliquerai un petit peu ça, mais en tout cas, il y a plus simple. Et donc, changer d'outil, c'est pas simplement pour être moderne, c'est parce que concrètement, si on le fait intelligemment, si on le fait avec simplicité, avec méthode, la vie peut être beaucoup plus chouette parce que efficace et agréable à la fois. Euh, ouais, je vais rentrer dans le sujet directement. Donc, pour détailler un petit peu cette image, surfer le chaos, l'idée, cette expression, elle vient, elle s'inspire du chaos au sens de la théorie du chaos, c'est-à-dire un système complexe sensible aux conditions initiales, c'est l'effet papillon, hein, quelqu'un attrape un virus et le monde entier est impacté pour des années, et dans lequel rien n'est prévisible. Donc, système complexe, sensible aux conditions initiales, dans lequel rien n'est prévisible. En fait, ça décrit le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on est né. L'univers fonctionne comme ça. On ne peut pas prédire. Et ce que nous dit la physique quantique aujourd'hui, c'est que probablement, on ne pourra jamais la prédire, mais ça, on verra. En tout cas, l'enjeu, du coup, ça devient comment on fait pour développer des compétences qui permettent de surmonter tous les imprévus, puisque des imprévus, on en a tous les jours. D'ailleurs, si jamais vous commencez votre semaine avec un agenda rempli, vous êtes bien placé pour savoir que ça risque de mal se passer, puisque probablement, ça ne se passera pas comme vous l'avez écrit. On l'a abordé à l'épisode précédent sur la connexion et la déconnexion. Donc, il y a un enjeu pour être dans la fluidité, d'être dans la joie. C'est-à-dire que euh, moi, je suis très, très attaché à ça. C'est comment est-ce qu'on atteint un état de joie relativement permanent. Évidemment, tout le monde a ses hauts et ses bas. Mais comment est-ce qu'on fait pour être cool, pour être OK? Parce que on va dans une direction qui est relativement claire, qui nous stimule, on a envie d'y aller. Et donc, quoi qu'il se passe, la question, c'est comment je fais avec ce qui m'arrive, voir comment je me sers de ce qui m'arrive pour continuer à aller dans la direction dans laquelle je veux. Et en fait, ça nourrit la performance parce qu'on sait très bien, et on fait tous l'expérience au quotidien, que plus on a de performance, alors qu'est-ce que j'entends par performance pour faire simple, c'est des accomplissements, le fait de constater que ces actions servent à quelque chose. Il y a énormément de gens aujourd'hui, on voit chez nos clients des gens, beaucoup de gens pour qui leurs actions, enfin, ils ont beaucoup de doutes sur le fait que leurs actions servent à quelque chose. Et ça, c'est assez tragique parce que il n'y a pas moyen de prendre du plaisir ou d'éprouver de la joie si déjà j'ai des doutes sur mon niveau d'utilité. Parce que pour être heureux, il faut être utile et aimé. Et c'est pour ça que plaisir et performance, c'est un cercle vertueux. Parce que plaisir, joie, c'est le fait de faire équipe, le fait de sentir qu'on est bien dans son équipe, et la performance, le fait d'obtenir des résultats. Et donc, ça se nourrit parce que plus on a de résultats, plus on a envie d'en avoir. Ça fait plaisir aussi, ça apporte beaucoup de plaisir d'avoir des résultats. Et donc, ça nous ramène quand même à la question. Ok, Margeran, tu es bien gentil avec ta joie et tes dessins animés, parce que je suis passé rapidement là-dessus, mais l'illustration ici, le film Vice Versa, est vraiment un film que je recommande sur le thème des émotions. C'est une bonne base de discussion. Ça peut même être regardé, pourquoi pas, en équipe pour ouvrir la discussion là-dessus. Sur la place de l'émotion dans le monde professionnel, puisqu'en fait, l'émotion est indissociable de la vie et donc du monde professionnel. Ça, c'est ma position. Et donc, bref, tu es bien gentil avec tes dessins animés, mais concrètement, quand il y a, par exemple, un confinement au hasard qui est décrété en mars 2020, pour la première fois de notre vie, comment on fait pour rester dans la joie? Alors, je ne suis pas meilleur que les autres, je n'ai pas de botte secrète, mais pour faire très simple, la joie dans les difficultés, ça peut s'obtenir de plusieurs façons. Une façon, par exemple, c'est de travailler des techniques qui permettent de tendre vers cet état. Bon, je ne suis pas moi-même un très, très grand adepte de ça. Ça ne veut pas dire que j'y crois pas, hein. C'est simplement que je n'ai pas pris ces habitudes.
de notamment la méditation, qui est un outil extrêmement puissant, mais sur lequel pour l'instant, je ne suis pas tout à fait aussi assidu que ce que j'aimerais. Bon, la deuxième chose qui est plus abordable peut-être pour le commun des mortels et surtout par rapport à notre quotidien, une autre façon d'obtenir la joie dans les difficultés, c'est tout simplement de résoudre des problèmes. Alors, je dis tout simplement parce que c'est là que le problème, souvent, c'est qu'on veut escalader toute la montagne d'un coup. Et donc, on va détailler un tout petit peu ça, mais il y a vraiment une question de comment on fait pour très vite commencer à résoudre un problème, être dans l'action, obtenir des premiers résultats. Et ça fait plaisir, en fait. Quelles que soient les circonstances, on peut être fier et heureux de sa journée parce que on a commencé à résoudre le problème et que du coup, on a la perspective que ça va le faire, qu'on va progresser, que quoi qu'il arrive, demain, on va continuer à résoudre. Et donc là encore, il me semble que c'est plutôt une question de compétence que de conditions matérielles. C'est-à-dire que ce n'est pas une question, là encore, de distance ou de numérique, ou etc. C'est vraiment que si on détaille résoudre des problèmes, ça ne dépend pas du fait d'être dans la même pièce ou pas, c'est discuter du problème, décortiquer, clarifier, décider quelque chose et le faire. Et discuter peut prendre trois formes différentes au moins. La première, c'est de clarifier. La deuxième, c'est de prendre des avis. C'est-à-dire, je ne veux pas forcément une décision unanime. Je n'ai peut-être pas le temps de réunir tout le monde ou ça va être trop compliqué. J'ai une chose à décider. Je vais aller prendre des avis auprès de quelques collègues qui sont potentiellement impactés par ma décision ou qui peuvent être de bons conseils. Et puis, coacher, qui est encore un autre mode de décision, de discussion, pardon, et qui peut permettre à quelqu'un ou à une équipe de décider quelque chose et d'agir. Donc ça, c'est comme ça que moi, je résume le fait de résoudre des problèmes. C'est-à-dire que quel que soit le problème devant lequel on se trouve, donc y compris le 13 mars 2020, eh ben, il y a un enjeu à se dire, OK, on commence par en parler, et puis on décide quelque chose, et puis on agit. Et notamment, on y reviendra tout à l'heure, j'ai listé un certain nombre d'outils pour ça. On reviendra, je détaillerai un petit peu, par exemple, le 15% solution, qui est un outil extrêmement puissant, autant qu'il est très simple. Donc, peut-être qu'il est temps de devenir consciemment incompétent, c'est-à-dire de reconnaître que nos compétences à faire équipe, nos compétences à résoudre des problèmes, nos compétences à discuter, à décider, à agir sont un peu trop limitées et que, en fait, il faudrait qu'on progresse et qu'on apprenne là-dessus et qu'on se forme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des milliers de techniques qui existent déjà, parce qu'il y a des tas de gens qui se sont posés des questions avant nous et qui les ont publiées. Et donc, d'ailleurs, je vous donnerai, à la fin de la session, je vous redonnerai le lien vers une base de milliers d'outils dont j'ai d'ailleurs proposé le lien aussi sur LinkedIn il y a 2 semaines et j'ai été submergé. J'ai reçu pas loin de 2000 commentaires de gens qui voulaient le recevoir. Donc, je crois qu'il y a vraiment un gisement là, il y a un gros, gros terrain de progrès. Et c'est un peu ça qu'on va tâcher de servir aujourd'hui. Alors, je vous propose une petite expérience. Donc là, pour ceux qui sont dans le webinaire, ça fait un quart d'heure qu'on a commencé à peu près. En fait, j'ai tellement de choses à vous raconter que je pense qu'on n'aura pas terminé à l'heure. Donc, je vous propose qu'on poursuive 2 heures de plus. Donc, si vous êtes d'accord, vous faites ça. Si vous vous rangez à l'avis de la majorité, vous faites ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes prêt à expliquer pourquoi, vous faites ça. Allez-y. Alors, Mossan, est-ce que tu voudrais bien activer ton micro et expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette proposition? Il Oui, faut que tu actives. Ouais. oui, là, c'est bon. Ah, ok. Alors, je ne suis pas d'accord avec la proposition parce que j'ai déjà autre chose de prévu pour la journée, même si ce que tu dis est très intéressant et que je peux regarder le replay après. Je suis très open, hein. Voilà. OK. Merci, Mossan. Moi, je t'invite à recouper ton micro et ben, écoute, alors du coup, je vais utiliser ce que tu as partagé pour faire une nouvelle proposition. Je vous propose qu'on finisse à l'heure prévue. Bien sûr, on va vous diffuser le replay et puis la base de milliers d'outils que j'ai évoqués. Et puis, ce que je vous propose, c'est éventuellement que du coup, vous preniez contact avec moi pour me demander des petits coups de pouce. Si vous essayez d'expérimenter des choses, vous vous retrouvez dans des situations dans lesquelles vous auriez besoin d'un petit coup de pouce. Si vous êtes d'accord avec cette proposition, vous levez le pouce comme ça. Si vous vous rangez à l'avis de la majorité, vous faites ça. Et si vous n'êtes pas d'accord et vous êtes prêt à expliquer pourquoi, vous faites ça. OK, super, impeccable. Alors, ce qu'on vient de faire là, c'est un decider. Donc, c'est un protocole
qui est très simple, hein, sur lequel en fait on cherche la majorité. Ce qui est pas toujours on cherche pas la majorité, pardon, on cherche l'unanimité. Et c'est pas toujours le cas. Il y a d'autres protocoles que je vais évoquer où on cherche pas forcément l'unanimité. Mais en l'occurrence, ici, je cherchais l'unanimité, donc j'utilise le bon outil pour ça. Un outil qui va me permettre à la fois d'avancer le plus vite possible vers le résultat que je veux. En l'occurrence, en à peu près 2 minutes, il y a eu 2 propositions, il y a eu 2 votes de tout le groupe et on a pu tenir compte des objections pour construire quelque chose qui satisfasse tout le monde. Je l'ai vu une fois mis en œuvre d'une manière un tout petit peu différente dans une entreprise où la responsable communication était un peu lassée de voir que les tweets qu'elle proposait dans la discussion interne pour validation mettaient parfois 24 ou 48 heures à être validés, ce qui sur Twitter est un délai qui est peu pertinent pour ce réseau-là. Et donc, elle a proposé un jour de dire, bah, en fait, maintenant, je vais poster mes tweets dans le canal, puis dès que j'aurai 2 pouces, eh ben, je les posterai, je les mettrai en public. Voilà, donc, alors, en fait, elle a inventé un peu son processus de décision, ce que je trouvais assez futé. Tant qu'il n'y a pas de pouce vers le bas et que j'ai 2 pouces, j'y vais, j'avance. J'attends pas que tout le monde se soit exprimé. Donc, c'est ça l'idée, c'est quand même d'adapter et d'être intelligent et astucieux pour utiliser les protocoles suivant son contexte, sachant que ça, c'est utilisable en numérique. Nous, on l'utilise en numérique, par exemple, dans nos canaux de discussion, puisque les smileys, ça existe dans les canaux de discussion. Dans les documents partagés, vous avez des raccourcis clavier sur Mac, sur Windows, sur Chromebook, qui permettent de faire apparaître, donc par exemple Windows point, ça fait apparaître la petite fenêtre de smiley, et vous pouvez poster des smileys dans n'importe quel champ de texte. Donc, vous pouvez mettre des smileys dans un intitulé d'événement d'agenda, dans un objet de mail, dans un corps de texte, n'importe où. Et donc, on peut très bien imaginer que dans un canal de discussion ou dans un document ou ailleurs, on met une proposition en vote au decider, puis les gens s'expriment avec leur pouce, leur main plate, et ça permet ensuite de construire à partir des objections. La seule consigne du decider, c'est que ceux qui mettent un pouce vers le haut ne s'expriment pas, ceux qui mettent un pouce vers le bas disent pourquoi, et il n'y a pas de débat. Voilà. C'est très important. Ces protocoles, ils ont toujours leurs règles. Et plus il y a de règles, plus on se sent efficace. Et donc, plus à la fin, on est en fait heureux d'avoir mis en œuvre ces techniques et d'avoir abouti à un résultat. Si certains éléments du decider ne conviennent pas, eh ben, je vais chercher un autre outil parce que ça n'est qu'un exemple parmi des milliers d'outils au sens de techniques de discussion, de décision ou d'action. Un autre exemple, c'est le pas de veto. Je vais y revenir. On va revenir un peu plus sur les processus de décision un peu plus tard. Donc, je vais pas prendre d'avance là-dessus, mais voilà un exemple de quelque chose qu'on vient d'expérimenter et on pourrait en faire beaucoup d'autres. Euh, Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du jeu Perdu sur la Lune. Perdu sur la Lune, c'est un jeu par lequel on met les gens en situation de s'être posés sur la Lune et puis d'être en panne à 300 km de leur module lunaire. Leur véhicule électrique et leur rover électrique est en panne. Et donc, ils ont un certain nombre d'objets à disposition qu'ils doivent classer du plus indispensable, du plus vital au moins vital. Et donc, on fait d'abord l'exercice individuellement, chacun classe les objets, et puis on se met en groupe, en équipe, et on refait le même exercice. Et ensuite seulement, on prend la liste recommandée par la NASA, l'ordre recommandé par la NASA, et puis on mesure les écarts entre les listes individuelles, les listes de groupe et la liste de la NASA. Et ce qu'on voit, c'est que dans 98% des cas, les groupes ont un meilleur résultat que le meilleur des membres du groupe. Hein. Le groupe a un meilleur résultat que le meilleur des membres du groupe. C'est un peu, on pourrait dire, la définition de l'intelligence collective. C'est la définition du fait qu'un groupe où la parole est équilibrée fonctionne mieux que n'importe lequel de ces individus. Et pourquoi je dis où la parole est équilibrée? Parce que dans 2% des cas, les groupes ont un résultat moins bon que le meilleur de leurs membres. Et on observe que dans ces groupes-là, souvent, il y a une ou plusieurs personnes qui ont cherché à prendre l'ascendant sur le groupe ou à imposer leur point de vue et les réponses qui leur semblaient bonnes. Et donc, le groupe, en fait, descend sa performance. Et c'est pour ça que probablement les managers, les décideurs qui décident de couper des branches parfois dans leurs équipes de gens qui sont peut-être des très bons performeurs individuels mais qui font du mal à l'équipe, peut-être bien qu'ils ont raison sur le plan de la performance globale, même si il y a d'autres solutions que de se séparer de quelqu'un, mais là le sujet c'est de se demander à quel point est-ce qu'on doit garder dans une équipe quelqu'un qui est un très bon performeur individuel mais qui ne fait pas équipe, voire qui fait du mal à l'équipe. Et ce que nous dit l'intelligence collective, c'est que c'est une vraie question qui mérite d'être posée. Et je pense d'ailleurs qu'on en a tous des exemples de patrons ou de managers qui ont pris des décisions de se séparer de quelqu'un qui était très bon individuellement. Et finalement, l'équipe en a profité. Moi, j'en ai entendu au moins 3 exemples chez les dirigeants, 3 exemples concrets. Notamment une équipe commerciale comme ça où le patron a hésité longtemps parce qu'il y avait 400 salariés derrière qui étaient concernés par le business.
Et en fait, l'équipe a battu son record de chiffre d'affaires, de prise de commande, pardon, 2 mois après avoir fait sortir la personne qui était le meilleur performeur de l'équipe. Et le patron avait hésité pendant 3 ou 4 mois, la boule au ventre, en sachant pas exactement quoi faire. Donc, Perdu sur la Lune, c'est un jeu qui est un moyen de lancer le débat, d'ouvrir la discussion dans les équipes sur le fait qu'une équipe est plus puissante que le meilleur de ses membres. À partir du moment où on a cette conviction, ben dans n'importe quelle situation, c'est un peu allégeant, parce que le sujet, c'est de se dire, en fait, jamais je n'ai l'obligation d'avoir la réponse. Jamais je n'ai l'obligation même de prendre une décision. Mais là encore, je prends un petit peu d'avance, on va y venir. Donc, finalement, quand on veut avancer là-dedans, il y a une infinité de techniques, de protocoles, on appelle ça des protocoles, des méthodes et techniques pour se sortir de n'importe quelle situation. Euh, et je vais y revenir, on va détailler un petit peu, mais ces techniques, elles sont notamment, elles s'appuient beaucoup sur les questions. C'est vraiment le sujet, c'est quelles questions on pose et comment on pose les questions. Alors, il y a 2 citations qui me sont venues en préparant ça. La première, c'est qu'un problème ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. Et la deuxième citation, c'est que si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. Et la personne, l'auteur de ces 2 citations, vous le savez, c'est Einstein. Et il avait de bonnes raisons de croire et d'affirmer ce que je rappelle ici. Et ça nous invite vraiment à passer du temps sur le questionnement. Et notamment, je dirais que bien souvent, moi, j'observe ces questions qui sont devons-nous, faut-il, est-ce qu'on devrait arrêter ou continuer tel partenariat, est-ce qu'il faut. Et en fait, est-ce que, faut-il, et toute question fermée est très enfermante dans il n'y a que 2 choix, on y va ou on n'y va pas, en gros, pour faire simple. Et l'invitation que je vous fais ici pour qu'une équipe soit d'autant plus capable de surfer le chaos, c'est pas est-ce qu'on va être capable de surmonter le confinement ou pas, est-ce qu'on va toujours exister après le confinement ou pas, si je prends l'exemple de mars 2020, mais c'est comment on fait. Comment on fait demain, qu'est-ce qu'on fait de notre journée de demain, qu'est-ce qu'on fait pour commencer à gravir la montagne d'une situation qu'on n'a jamais vue auparavant. Donc, en haut de la pyramide du questionnement, pour moi, il y a des questions ouvertes, c'est-à-dire, comme ici, des questions qui commencent par comment ou par qu'est-ce que. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est une compétence clé, en fait, d'arriver à transformer toutes les questions. Par exemple, en quels sont les 10 avantages de ce qui nous arrive? Ou bien le 15% solution, je vais le montrer. Voilà, qui est une technique en particulier, mais extrêmement simple, et qui permet de partir d'un problème, quel qu'il soit, en se disant, bon, c'est énorme, on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais on a sûrement au moins 15% de la solution dans les mains. Et ce qui est écrit ici, j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit. Qu'est-ce qui devient possible? Vous pouvez révéler les actions et décisions, même petites, que chacun peut prendre immédiatement. Au minimum, cela créera une dynamique, ce qui peut faire une grande différence. Les 15% solutions montrent qu'il n'y a aucune raison de rester dans l'attente, de se sentir impuissant ou effrayé. Elles aident les gens à passer à un autre niveau. Elles amènent les individus et les groupes à se concentrer sur ce qui est faisable et non sur ce qu'ils ne peuvent pas changer, parce que trop souvent, on se concentre sur ce qu'on ne peut pas changer. Grâce à une question très simple, vous pouvez renverser la conversation vers ce qui peut être fait et résoudre de gros problèmes avec des solutions qui sont souvent éparpillées dans des endroits inattendus. Faire bouger quelques grains de sable peut déclencher une avalanche et changer le paysage radicalement. Donc ça, c'est le 15% solution, c'est une des 32 liberating structures, c'est-à-dire des structures libérantes de la parole, des structures qui libèrent la parole. C'est des inventions de 2 Américains qui ont constaté que globalement en entreprise, quand on est ensemble, c'est pour discuter. Et donc, ils ont créé des protocoles de discussion pour nous rendre plus efficaces. Donc, au lieu de parler du problème, et c'est horrible, un confinement, et qu'est-ce qu'on va faire, et on en parle pendant des heures, et on essaye de tout prévoir et de tout résoudre, et on se retrouve le lundi soir avec des gens qui sont chez eux avec des ordinateurs qui ne se connectent pas au Wi-Fi de leur box, eh ben, on commence par se poser les toutes premières questions de qu'est-ce qu'il faut qu'on ait fait demain, comment est-ce qu'on peut arriver à lundi soir sans problème, comment est-ce qu'on peut faire notre job la semaine prochaine, etc. Un exemple de ça, j'ai vécu un exemple de ça il y a peu de temps. C'était un atelier en équipe avec mes collègues. On a régulièrement, à peu près toutes les 2 semaines, on se fait un atelier de démarche d'amélioration continue. Il dure 1 heure et sur cette heure, il y a une demi-heure d'atelier proprement dit. On se donne une demi-heure pour résoudre n'importe quel problème. Donc le problème qui va être mis en priorité par l'équipe en temps réel, on se donne une demi-heure pour choisir
une évolution sur ce problème pour que ça ne dure pas des semaines, en fait, parce on a fait l'expérience aussi de faire de l'amélioration soi-disant continue, puis on mettait 6 mois à avancer parce on cherchait trop, sans doute à aller trop loin. Et la question qui a été posée à ce moment-là, le sujet qui a émergé de mes collègues, c'était que les entretiens mensuels que je fais avec les décideurs de nos clients étaient souvent un peu déconnectés. Hein, ça plane un petit peu par rapport au quotidien de la collaboration entre mes collègues et les équipes clientes. Et donc, mes collègues appelaient à ce qu'on puisse raccrocher les wagons et faire avoir un lien un peu plus fort entre cet entretien mensuel avec le commanditaire et puis ce qui se passe vraiment dans la collaboration. Et donc, on a acté ça par un vote. Et puis, du coup, j'ai dû créer des questions en temps réel, 5-6 questions pour pouvoir avancer. La première question que j'ai posée, et c'est un réflexe chez moi, parce que trop souvent on l'oublie, c'était qu'est-ce qu'on apprécie dans l'existence de ces monthly? Les monthly, c'est le nom qu'on a donné aux entretiens mensuels. Qu'est-ce qu'on apprécie? Parce que trop souvent, si on se concentre sur un problème, on oublie au passage ce qui est appréciable dans la situation actuelle et on risque de le perdre. Donc, c'est important de mettre l'accent là-dessus. Et donc, en l'occurrence, les réponses, c'était le retour à froid du dirigeant, le retour en off, un éclairage sous un autre angle, etc., etc. Donc, ça permet de mettre le doigt sur le fait qu'on apprécie ce truc-là, on ne va pas le supprimer. Qu'est-ce qui nous invite à progresser sur ce sujet? Deuxième question. Donc là, ça a permis de clarifier qu'est-ce qui faisait qu'il fallait qu'on progresse. Comment améliorer? Donc après, y a un des sujets qui est venu, c'était l'articulation entre l'entretien et puis la collaboration. Donc la question que j'ai posée, troisième question, c'était comment améliorer cette articulation? Et là, il y a eu déjà des premières suggestions. Et elles étaient un peu vagues, un peu génériques. Et donc, par exemple, il y avait conserver la discussion globale, mais davantage challenger les réponses avec ce que tu dis de la mission au fil de l'eau. Bon, c'est un peu vague, ça ne m'aidait pas suffisamment. Donc, je suis allé sur une dernière question qui était concrètement, comment je peux faire pour réduire l'écart entre les monthly et la démarche? Donc, on est à la quatrième question. Et de cette quatrième question est sortie une proposition qui a évolué par les uns et les autres en quelques minutes. C'était de faire une météo de la collaboration, à la fois auprès du pilote de collaboration Digital Collab et auprès du client. Donc, à chaque fois, avant le monthly, dans les 24-48 heures précédentes, auprès du pilote Digital Collab, et en temps réel au début de l'entretien avec le commanditaire. Et donc, ça, on a commencé à le faire. Là, on est début mai 2022 au moment où on enregistre cette vidéo. On a commencé à faire ça donc en avril. Et c'est incroyable de voir à quel point les interlocuteurs, ça leur parle et ça les rend d'autant plus satisfaits, ne serait-ce que d'exprimer que, par exemple, sur le calendrier ou les résultats, c'est un peu nuageux. Parce qu'on a comme ça plusieurs critères. On leur dit, c'est quoi la météo sur ce critère-là, ce critère-là, ce critère-là. Et le fait qu'ils puissent dire, c'est un peu nuageux, est extrêmement rassurant pour eux. Et pour nous, c'est clarifiant, puisque du coup, on a bien mis le doigt sur le fait qu'il y avait un sujet à travailler. Il y a quelque chose à faire progresser, ce qui n'était pas forcément si explicite dans les monthly auparavant. Donc là, nous, en une demi-heure, on s'est dit, OK, a priori, ça va faire le job. En tout cas, on va le tester et on verra. Si c'est toujours un problème, on reviendra sur ce sujet. Mais si ce n'en est plus vraiment, au prochain atelier, on passe à un autre sujet. Ce qui fait qu'à chaque atelier d'amélioration continue, on traite un nouveau sujet. Et ça, pour moi, c'est un bon exemple de la puissance du questionnement et de comment on découpe un problème en questions qui sont percutantes et qui sont productives. Puis on continue notre chemin. Ça nous amène à ce sujet du décideur ou des décideurs. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, la météo, on a été tous dans l'atelier, en fait, on a décidé qu'on allait le faire. Et notamment, on a décidé par un pas de veto. J'aime bien le pas de veto, il est plus simple que le decider, parce qu'il permet à quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord, au sens où il n'y croit pas tellement, de ne pas s'opposer. De dire, bon, j'y crois pas, mais je ne mets pas de veto parce que je ne mets un veto que si ça trahit nos valeurs, ça ne respecte pas notre ligne de flottaison économique ou ça ne sert pas notre cause. Mais si ça sert notre cause, ça ne trahit pas nos valeurs et ça respecte notre ligne de flottaison, même si j'y crois pas, j'ai pas de raison de m'y opposer. Et ça permet de libérer l'initiative, de libérer des essais et donc de se réserver aussi beaucoup de bonnes surprises et puis de passer beaucoup moins de temps à décider. Je mets un S majuscule et en gras à décideur parce qu'il y a vraiment un gros sujet à prendre conscience que quand on décide tout seul, on l'a vu avec Perdu sur la Lune, quand on décide tout seul, on prend probablement jamais la meilleure décision possible. J'en profite pour faire un coucou à Mossan qui devrait nous quitter d'un instant à l'autre. Donc, tu peux partir quand tu veux, tu peux rester, mais j'en profite au passage et je te souhaite une bonne suite de journée. Et donc, voilà,
la question, cette phrase de en fait, il faut un décideur, souvent j'entends ça, hein, il faut quelqu'un pour trancher, Olivier, il faut bien un décideur. C'est pas si sûr. En tout cas, moi, je n'y crois plus. Je suis ravi de plus prendre de décisions dans ma boîte. Et donc, il y a un vrai enjeu à décentraliser la décision, mais donc à donner aux gens des moyens de décider. D'où le decider dont on a fait l'expérience, le pas de veto que je viens de décrire, la décision en gestion par consentement qui est plus complexe, mais néanmoins qui permet de gagner un temps fou par rapport au fait de ne pas avoir de méthode. Je prends un exemple. Il y a 2 ans, chez Digital Collab a surgi le sujet de la répartition du chiffre d'affaires, puisque c'est essentiellement une équipe composée d'indépendants. Et il y a eu la question de dire, mais finalement, quand un client donne tel budget, qu'est-ce qui va aux partenaires, donc à ceux qui font le job, qu'est-ce qui reste en marge brute à Digital Collab, qu'est-ce qui va à ceux qui éventuellement ont apporté le client, etc., etc. Et donc, on a décidé de traiter ce sujet-là. Mais si on l'avait fait sans méthode, comme dans beaucoup d'entreprises, on aurait pu en discuter longtemps, susciter de la frustration. Et c'est là où, à la fin, il faut un décideur, il faut quelqu'un pour trancher. En fait, c'est quand on n'a pas de méthode qu'il faut quelqu'un pour trancher, qui va dire, bon, on arrête de discuter, maintenant c'est comme ça, je vous ai bien écouté, je pense que c'est ça la solution, et on avance. Et moi, j'étais ravi de ne pas avoir à trancher, à décider, parce que c'est un sujet complexe et dans lequel j'étais sûr de faire des malheureux et des mécontents si c'était moi qui avais pris la décision. Et une de nos collègues, donc l'une d'entre nous, a proposé d'animer une gestion par consentement. Donc, c'est un protocole qui prend quelques heures. On l'a fait sur 4 ateliers. Mais en 4 ateliers, avec toutes les personnes qui souhaitaient s'impliquer, on a décidé un modèle d'affaires qui a été formalisé, qui est publié dans notre intranet, donc un petit site accessible à tous les membres du réseau. Et depuis 2 ans, ça n'a plus jamais été mis en question. Ça veut dire qu'en quelques heures, on arrive à quelque chose sur un sujet clé, prégnant, qui pose beaucoup de questions, qui est important pour tout le monde, et on arrive à une solution, on arrive à quelque chose qui tient compte de ce que tout le monde a dit, de ce que tout le monde a objecté ou apprécié, pour finalement ne plus être questionné parce que ça marche et qu'on a des problèmes plus importants à résoudre. Et ça, c'est canon. En revanche, la décision par consentement, voilà, c'est un processus plus long et complexe que le decider, et ça mérite d'être utilisé sur des sujets qui sont plus complexes et sur lesquels on se dit, bon, un decider va peut-être pas suffire, ce serait trop simple, ça va pas le faire. Donc, toujours, il y a cette nécessité aussi de juger à quel point le processus doit être complexe parce que la situation l'exige. Mais je dirais, le plus simple est souvent la meilleure solution. Et donc, on a tendance à plutôt aller toujours chercher au plus simple, au plus court. On l'a vu avec les ateliers d'une demi-heure, où on est passé de 6 mois d'évolution parfois à une demi-heure, une décision. Il y a quelque chose contre quoi il va falloir se battre aussi quand on travaille en équipe pour surfer le chaos, c'est les biais cognitifs. L'importance de déminer les biais cognitifs et de les désamorcer. Alors, les désamorcer, je dirais, c'est presque impossible, entre guillemets, mais on peut essayer de les éviter. Vous savez on est sujet à peu près, je crois, à 400 biais connus aujourd'hui. 400 biais cognitifs, c'est en fait des réflexes de nos cerveaux. C'est des comportements automatiques qu'on n'identifie pas, mais qui font qu'on se comporte comme on se comporte. Par exemple, le biais de confirmation, c'est celui qui consiste à prendre une information qui confirme ce qu'on croit et à se dire, donc, je continue à croire ce que je crois, ou bien, tu vois, je te l'avais dit, même si ça n'est qu'une anecdote, même si ça n'est que, imaginons, je vous dis, toutes les pelouses sont bleues, et je trouve dans mon jardin un brin d'herbe bleu, je vous dis, ah, vous voyez, l'herbe, c'est bleu. Voilà, c'est exactement ça, le biais de confirmation. Alors, il y a un exemple qui fait beaucoup de tort dans l'intelligence collective, c'est le biais de dévaluation réactive. C'est le fait que de manière inconsciente, on dévalue automatiquement une proposition si elle provient de quelqu'un qu'on apprécie moins, voire bien sûr quelqu'un qui serait un antagoniste. Mais il suffit qu'on apprécie plus ou moins les gens, ce qui est le cas hein, tout simplement dans la vie, et on apprécie plus ou moins leurs propositions. Et donc, pour désactiver ça, alors j'ai même une stat d'ailleurs là-dessus, j'avais noté une stat, une proposition peut être acceptée à 90% et directement chuter à 44%, donc la moitié, si on fait croire qu'elle provient d'un adversaire. Donc, on peut se demander vraiment sur quels critères on évalue les propositions. Et c'est pour ça que, en intelligence collective, le fait d'anonymiser les propositions est un élément aussi qui peut être déterminant dans la productivité d'une équipe. C'est pour ça que, je prends un exemple, nous, quand on démarre des collaborations avec des clients, qu'on a un groupe de personnes, même si c'est que des volontaires, qui a un bon esprit, etc., et qu'on leur demande, ce qu'on vient de faire là comme expérience, qu'est-ce que ça vous donne envie de simplifier dans les fonctionnements digitaux ou collaboratifs de vos équipes? Et en fait, on fait un sondage en direct anonyme pour qu'on ne sache pas de qui viennent les propositions et que les gens puissent mettre des pouces sur toutes les propositions qui leur conviennent sans biaiser leur réponse par rapport au fait que ça vient d'un tel ou une telle.
Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est clé pour qu'ensuite, on puisse embarquer un maximum les gens. Il faut prendre des propositions qui, en elles-mêmes, répondent aux priorités, aux aspirations des personnes concernées. Donc, il y a un vrai sujet à devenir conscient de nos biais, devenir conscient de nos automatismes, parce que même si c'est peut-être un peu illusoire de vouloir les désactiver, au moins d'en être conscient permet de se les rappeler entre nous et de travailler des mécanismes d'intelligence collective pour qu'on y soit moins sujet, en tout cas pour que nos résultats puissent le moins possible en souffrir. Et donc, il y a aussi un sujet à développer la confiance, parce que la confiance permet de mettre ses biais en évidence en équipe. Par exemple, si quelqu'un dit, voyez, je vous avais dit qu'il fallait absolument qu'on investisse sur les réseaux sociaux, et ben ce matin, il y a un client qui m'a félicité pour mon dernier poste, bah, je peux être légitime si l'ambiance de l'équipe s'y prête à dire, écoute, ça me fait un peu penser au biais de confirmation, parce que concrètement, tu as passé combien de temps sur les réseaux sociaux et pour avoir une félicitation ou un remerciement et qui concrètement apporte quoi à l'entreprise. Ça peut être questionné. Je me fais l'avocat du diable, hein, j'adore communiquer, et j'adore partager ce que je sais sur les réseaux. Mais vous voyez, il y a un enjeu aussi à ce que dans une équipe, ça puisse se dire pour qu'on évite les grosses erreurs et qu'on se challenge, qu'on évite aussi de foncer collectivement dans des réponses toutes faites parce que ça confirme ce qu'on a envie de faire. D'où aussi la nécessité de découper des questions pour éviter de prendre les décisions qui, en fait, étaient prises dès le départ. Hein. Bien souvent, quand on prend une décision qui se veut rationnelle, en fait, on passe du temps à justifier la décision qu'inconsciemment on a déjà prise. Donc, finalement, on voit bien que là, on ne parle pas de télétravail, de distance, de numérique pour l'instant, parce que je vais vous partager trois recos très simples sur le fonctionnement digital d'une équipe. Mais pourquoi? Parce que, d'après moi, la distance, le télétravail, le numérique, etc., ne sont que les révélateurs des progrès qu'on doit encore faire pour travailler en équipe. Ils ont été les amplificateurs de ce qui nous manquait. Les équipes qui étaient déjà dans des systèmes très fluides, très équilibrés, très systématiques, en fait, ces équipes-là, elles ont moins souffert de la distance, on a pu l'observer. Et en revanche, bah, évidemment, là où on compte beaucoup sur la machine à café, où il faut un décideur pour trancher, où on compte sur les moments informels pour développer la convivialité, etc., bah, dès lors que ces moments-là n'existent plus, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais pris le temps de formaliser l'informel, on n'a jamais pris le temps de mettre suffisamment de rituels ou de mécanismes de discussion et de décision, bah forcément, dès qu'on supprime ce qui n'est pas décidé, on supprime la coïncidence, bah forcément, l'équipe souffre beaucoup plus. Donc, euh, finalement, si je devais résumer tout ça en une phrase, c'est que plus on a de la méthode, plus les circonstances deviennent un simple élément de contexte. La distance devient un simple élément de contexte. Le fait d'être en numérique devient un simple élément de contexte. Qu'on soit en visio ou au téléphone, ça importe assez peu. On préfère tous se taper sur l'épaule et boire un coup ensemble, mais si on a de la méthode, on peut faire équipe quelles que soient les circonstances. J'en parle d'autant mieux, avec d'autant plus de facilité qu'il se trouve que j'ai moi-même des collègues que je n'ai jamais rencontrés. Nous avons des clients chez qui jamais personne de chez nous n'est allé et avec qui on travaille depuis, pour certains, plusieurs années. Donc, c'est possible. Je ne dis pas que c'est le rêve. Je ne dis pas que je rêve de passer de ma vie devant un écran. Ce n'est pas le cas, d'ailleurs, j'adore être dehors. Mais en tout cas, c'est possible. Et ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on doit forcément souffrir ou ne pas réussir à surfer le chaos. Alors, trois recommandations sur le digital et l'équipe en digital. La première, c'est ce qu'on a appelé les 3 outils de l'île déserte. Alors, c'est quoi? C'est cette idée que, en fait, il y a 3 outils de base avec lesquels on pourrait à peu près tout simplifier dans une équipe. Donc, ça vient d'une question qu'on s'est posée en 2015 pour se demander, nous qui utilisions beaucoup d'outils, et devant les gens en entreprise qui nous disaient souvent, mais en fait, il y a trop d'outils, trop d'infos, il y a trop de choses. On s'est dit, bah, et nous, si on devait garder que 3 applis, ce seraient lesquelles? 3 applis pour tout faire. Donc, la première, c'est la discussion écrite. Alors, on peut dire le chat, les réseaux sociaux, tout ça, c'est un peu pareil, chat, messagerie instantanée, réseaux sociaux. Le fait de pouvoir discuter en écrit dans des canaux, donc que ce soit par Google Chat, par Teams, par Slack, ce que vous voulez, peu importe, le fait de discuter dans des canaux, c'est plus fluide et plus efficace que le mail. On en fait tous l'expérience, puisqu'à titre personnel, on n'utilise plus le mail. Pourtant, il n'y a aucun responsable informatique dans nos maisons qui est venu nous obliger à ça. On l'a fait parce que c'était plus simple. C'est plus facile à parcourir, c'est plus facile de suivre. Voilà. Pour peu que ce soit un tout petit peu organisé, qu'il y ait quelques règles du jeu et que s'il y a beaucoup de messages, ben, on découpe ça en différents canaux. Par exemple, chez nous, il y a au moins un canal par client.
hein, c'est tout bête. Et puis, il y a quelques canaux par différents thèmes. Par exemple, sur veille innovation, on a un canal. Sur mission et commerce, on a un autre canal. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses qui s'échangent. Donc, on crée des canaux à mesure qu'il y a plus de contenu pour aider en fait la lecture, pour faciliter la concentration. Le deuxième outil de l'île déserte, c'est la visio. En 2015 déjà, nous, on s'est dit, la visio, c'est un outil pour nous qui est incontournable. On ne peut pas travailler à distance sans visio, on ne voudrait pas le faire. Et donc, c'est un deuxième outil qui est nécessaire à nos yeux. Alors, il y a plein d'outils de visio géniaux, au-delà des outils mosaïques bien connus. Par exemple, Gather.town, où on balade un petit bonhomme sur un plan, et à mesure qu'on se rapproche ou on s'éloigne des gens, on les voit et on les entend plus ou moins bien. Donc, c'est génial, c'est une sorte de transcription numérique de la vie réelle. Donc, on l'a utilisé comme ça dans des after-work, des événements, des World Café. Les gens se baladent librement avec un petit bonhomme et en haut, ils voient apparaître ou disparaître les autres à mesure qu'ils s'en rapprochent ou qu'ils s'en éloignent. Pareil sur wonder.me où on peut balader sa webcam et créer des bulles. Si je mets ma webcam sur la tienne, ça crée une bulle et puis quelqu'un d'autre peut venir dans cette bulle, quelqu'un d'autre encore, et puis on peut la cadenasser, la fermer pour que les gens ils doivent frapper à la porte avant d'entrer. Voilà, donc, c'est des façons de voir les choses qui se rapprochent du monde physique. Voilà, bien sûr que ça ne le remplace pas, mais ça permet de développer le mouvement, en fait, la spontanéité, le mouvement, le rythme, et pas quelqu'un qui crée des salles et puis tout le monde qui est mobile devant son écran. Donc ça vaut le coup de le savoir. Alors avec ces deux outils, on est toujours dans la discussion. Discussion écrite et puis discussion en vidéo. Et donc le troisième outil qui nous semblait incontournable, à l'époque, c'était les documents partagés, mais plus largement, je dirais que c'est la coproduction. Le fait de partager le travail dans un outil qui est fait pour ça. Donc il y a des équipes où l'outil de coproduction, c'est un outil de boîte mail collaborative. Par exemple, dans un outil de service après, dans une équipe de service après-vente ou RH, on a besoin de traiter les mails à plusieurs, on a besoin de pouvoir les commenter entre nous sans que le client voit forcément nos réponses, d'arrêter de se transférer les mails, on a besoin de pouvoir utiliser des modèles de réponse qui sont les mêmes pour tout le monde, d'avoir des statistiques, etc. Donc pour une équipe comme ça, une équipe qui traite beaucoup de messages externes entrants, la boîte mail collaborative, c'est l'outil de coproduction principal. Pour une équipe terrain, ce sera peut-être plutôt un outil de gestion de tâches, par exemple. Pour mes collègues avec les clients, souvent, c'est des tableaux blancs comme Klaxoon, Mural, Miro, des outils qui permettent d'avoir sur un mur blanc, au fil de l'eau, les résultats des ateliers qui s'enchaînent et qui s'agglomèrent et qui s'additionnent et qui évoluent, plutôt que des notes en texte, comme moi j'ai tendance à le faire par défaut, par exemple, mais qui sont beaucoup moins sexy, beaucoup moins sympa et rapide à lire. Donc l'enjeu, c'est trouver l'outil, ou les deux ou trois outils, qui nous permettent de coproduire, c'est-à-dire de faire notre job, qu'on soit en train de se parler ou pas, au quotidien. Ces outils-là, ils sont faits pour soit être ensemble, soit on n'est pas ensemble, mais on peut quand même faire notre boulot. Vous savez tous quand vous êtes dans des documents partagés, par exemple. C'est vraiment ça le principe clé, c'est on est dans des outils partagés, on ne s'envoie plus les choses, on se donne accès. Ça, c'est donc la première reco, c'est de se concentrer sur ces trois outils, d'éviter de trop les multiplier. Déjà, dans une équipe, chaque fois qu'on met le doigt sur quelque chose qu'on voudrait simplifier, on peut essayer de le faire déjà à travers ces trois outils, en évitant l'ajout d'un autre outil. Le deuxième reco, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est de passer d'envoyer à partager. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de dire, en fait, on est beaucoup plus efficace quand on se met en commun. En fait, quand on a un système digital qui est le reflet d'un fonctionnement d'équipe. Quand on est en équipe dans la même pièce, chacun n'écrit pas de son côté en silence pour ensuite aller déposer des lettres ou des petits mots sur les bureaux des autres. On est dans la salle, on discute et on fait ensemble. Il y a un vrai enjeu à trouver des organisations numériques qui soient le reflet de ça. Et le mot-clé, c'est dans notre vocabulaire de remplacer envoyer par partager. Le dire je t'envoie, dire je te le partage et faire en sorte qu'on soit en commun et qu'à n'importe quel moment, la personne qui travaille avec moi puisse revenir dans le dossier, l'outil, quel qu'il soit, et trouver l'état des choses à jour, quel que soit ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'elle l'a ouvert. Donc, passer d'envoyer à partager. Deuxième recommandation très forte, réflexe d'une équipe qui est capable de surfer le chaos. Et puis, la troisième recommandation, c'est de développer ce passage de la prudence à la confiance. C'est un patron qui m'a dit ça en 2012 à l'occasion d'une de mes conférences. Il a dit, moi, ce que je retiens de cette journée, c'est que ça m'encourage à passer de la prudence à la confiance, parce que en étant dans la prudence par défaut, en fait, je suis un peu dans la méfiance et je perds beaucoup de temps et d'énergie à essayer de protéger les choses, à protéger les infos, à décider à qui je partage au lieu de décider à qui ne pas partager, et donc, en fait, à partager à tout le monde par défaut. Et donc, je perds du temps et de l'énergie, puis les autres aussi. Puis les autres manquent d'informations, ils ne savent pas tout, ils ne peuvent pas tout savoir ce dont ils ont besoin. Et il m'a dit ça, je dis, écoute, je vais le garder parce que vraiment, oui, moi, il me semble que c'est un vrai chemin. Et d'ailleurs,
récemment, en discutant avec d'autres dirigeants et entrepreneurs, je me suis fait la réflexion, il faudrait demander à mes collègues, mais je me suis fait la réflexion qu'il me semblait que je contrôlais absolument rien dans ma boîte. Alors, pour certains, c'est un côté un peu flippant, il ne faut pas trop le répéter, mais, mais en réalité, je reçois même des factures qui sont réglées sans que personne vérifie vraiment le contenu. Voilà. Et dans l'ensemble, bah, ça fait 10 ans que ça marche comme ça et qu'on se fait plus plaisir à être concentré dans la valeur ajoutée, les résultats, que dans contrôler. Et donc, même quand chaque membre de l'entreprise a une carte bancaire, on ne va pas aller contrôler tout ce qu'il dépense. Il y a des règles du jeu et on sait que le pendant de la confiance et de la liberté, c'est que si jamais il y a un écart, il n'y aura peut-être pas de deuxième chance pour le coup. Voilà. Ça, c'est clair, mais pour l'instant, j'ai rencontré ce cas une seule fois. Je peux le raconter. Il y a déjà 6-7 ans, 6-7 ans, une membre de l'équipe, donc une indépendante, a sollicité des clients pour travailler en direct avec eux. En fait, c'est 2 clients qui me l'ont rapporté. Il y a 2 clients différents qui ne se connaissent pas, qui m'ont dit, Olivier, écoute, c'est normal qu'un tel nous propose de... Bon. Et donc, en fait, bah, on en a parlé. On a parlé pendant 2 ou 3 heures avec cette personne qui, non seulement ne regrettait pas ce qu'elle faisait, mais souhaitait suivre son propre chemin. Et donc, bah, d'un commun accord, on a suivi nos chemins. Voilà. Et je crois que finalement, ça coûte beaucoup moins cher à tout le monde. C'est beaucoup plus cool que d'essayer de contrôler ce que fait chacun à chaque instant. Parce que finalement, sur des années, moi, je peux que constater, mon expérience personnelle et celle qu'on fait avec nos clients, c'est que ça permet beaucoup plus de choses que si on développe les mécanismes de contrôle. Et donc, dernièrement, je prends un exemple pour le coup, un exemple dans une autre entreprise. Dernièrement, on a challengé un patron là-dessus, un PDG qui souhaitait qu'on protège au maximum, tout en développant les mécanismes de collaboration dans son entreprise. Il voulait qu'on protège un peu les secrets de famille, des secrets de fabrication. Hein. C'est une entreprise qui produit des choses qu'on achète et qu'on consomme, et souhaitait protéger ce qui était à la base de ces produits. Et on a eu une très belle discussion à ce sujet pour se demander à quel point c'était une bonne chose pour l'entreprise à long terme et pour quelles raisons finalement il voulait faire ça. Et en fait, la raison, c'était qu'il y avait une personne qui lui inspirait de la méfiance, mais pour ça, on risquait d'impacter toute l'entreprise pour des années. Et donc, finalement, le chemin qui a été choisi, c'est de traiter ça différemment qu'en imposant des règles à tout le monde sur des années. Et je crois que c'est vraiment ça le sujet, cette invitation de ce patron en 2012, c'était de se dire, voilà, j'ai l'intuition que si je suis cette flèche, si je suis ce chemin, au total, tout le monde en sera plus satisfait. Voilà, je m'en tiens là pour ce sujet d'équipe capable de surfer le chaos. Il y aurait beaucoup, beaucoup à partager, mais ce que, ce que je vous propose, c'est déjà de vous demander, à partir de ce que vous avez reçu, visionné, observé dans ces quelques apports, de vous demander qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui mérite d'être retenu, une chose qui mérite d'être retenue, une chose que j'ai apprise qui mérite d'être retenue, et puis comment est-ce que je pourrais agir, améliorer ou mettre en place quelque chose de concret à partir de ce que j'ai reçu et entendu là. Voilà. Parce que si il y a une chose que vous choisissez et que vous mettez en place concrètement, dont vous vous servez pour une amélioration, on a fait le job, c'est que vous avez une pépite, il y a quelque chose qui va changer dans vos pratiques, et donc forcément, ça va infuser, et ça va aussi permettre à votre système et à votre écosystème de bouger, puisqu'en systémie, on dit qu'un élément qui bouge fait bouger tout le système. Alors, j'en profite pour proposer à ceux qui sont là en direct, puisqu'il nous reste quelques minutes, s'il y avait quelque chose sur quoi vous vouliez soit me challenger, soit apporter, ou un éclairage, une clarification à demander, sentez-vous libre d'activer votre micro et de me poser la question, ou de challenger, ou d'apporter un complément. J'en profite pour saluer Elodie. Je ne sais pas si tu nous entends. J'ai vu que tu étais arrivée. Bonjour. Ouais, je suis arrivée vraiment tard, donc désolée. Bonjour à tous. J'ai entendu la fin du Sois la coup. bienvenue. Ouais. Merci. Donc voilà, à votre écoute là, s'il y a quelque chose, ou bien simplement partager, en fait, moi, voilà ce que j'en retiens qui me semble vraiment important. Et si je devais retenir qu'une chose, ce serait ça, et que je vais essayer de garder à l'esprit ou de mettre en œuvre. Bon, Ah, pardon. Non, vas-y. Non, malgré le fait que j'ai entendu vraiment qu'une infime partie de la présentation,
Est-ce que tu serais d'accord, Elodie, pour activer ta webcam? Je ne sais pas si tu en Ah es. oui, Ouais, ok, attendez, hop, ce serait top. Super, voilà. c'est bien toi, je me disais. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, c'est principalement le processus d'acceptation de propositions et le fait que finalement, quand on aime bien quelqu'un, on a plus tendance à l'écouter et même à accepter sa proposition que quand c'est quelqu'un avec qui on a moins d'affinité ou même un adversaire, comme vous le précisiez. 90% de chances qu'on accepte une proposition de quelqu'un qu'on aime bien, et ça baisse à 44 quand c'est un adversaire. Et c'est tellement vrai, on le voit finalement, parfois, des personnes ne se sentent pas légitimes de proposer des choses parce que elles ne sont pas écoutées ou elles ont telle ou telle réputation. Et le fait d'anonymiser finalement des propositions, ça enlève tout ça. Et ça m'a marqué et je trouve que c'est une très bonne idée. Et parfois même, je pense qu'il y a des personnes qui n'aimeraient pas que ça soit anonyme parce qu'elles veulent bien se faire voir en proposant des choses et ça enlève aussi toutes ces questions d'ego. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Merci. Merci, Elodie. Marie-Pierre, tu voulais nous partager quelque chose, je crois. Oui, merci. Ouais, moi, je voulais revenir sur au début de ton intervention où tu as parlé de la joie. Moi, je crois effectivement profondément à ce qu'il y ait quelque chose qui tourne autour de la joie dans nos façons de travailler. Et j'ai bien aimé ta proposition de dire, pour l'amener, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, on a des tempéraments plus ou moins joyeux que d'autres, c'est de travailler sur résoudre les problèmes. Et l'expérience que tu vis chez Digital Collab, de dire toutes les 2 semaines, on se prend une demi-heure pour travailler un problème et sur lequel on va agir rapidement. Je pense que ça j'y crois vraiment et j'ai envie de proposer ça, de mettre ça en œuvre parce qu'effectivement, si on met en action les personnes avec des petits pas et la fierté de dire ouais, ça y est, on a trouvé des solutions, on a des pistes, je pense qu'effectivement, ça doit pouvoir bien contribuer à donner un peu plus de joie dans nos organisations. Voilà ce que je vais retenir. Merci Marie-Pierre, merci beaucoup. Si je parle autant que ça de ce sujet, c'est que moi-même, j'ai été beaucoup dans la pensée, les rêves, et en même temps très malheureux parce que justement, il y avait insuffisamment d'action dans ma vie, quoi. Et Sébastien, pardon, tu allais partager quelque chose? Oui, moi c'était l'outil Decider, en fait, qui est vraiment exactement ce que tu dis là, le fait d'être dans la pensée et pas dans l'action, où finalement on peut débattre pendant des minutes et des minutes d'arguments qui ne font pas prendre de décision et qui ne permettent pas d'avancer. Et on perd du temps et on se dilue dans quelque chose qui n'est pas l'objet central de la réunion, par exemple, et qui est stérile, qui n'apporte rien de concret sur cet objet-là. J'ai observé une fois une discussion de 40 minutes, je fais exprès de ne pas intervenir, pour à la fin proposer un temps mort et un decider. Et en fait, parce que j'observais la discussion, il y avait 18 personnes qui débattaient d'une proposition, mais elles étaient toutes d'accord. Elles étaient toutes d'accord. Il n'y avait aucune objection. Et ça faisait 40 minutes qu'on en parlait, quoi. Et c'est ça, exactement, ouais. Est-ce que, Violaine, il y a quelque chose que tu veux nous partager? Une réflexion ou un complément, ou challenger un peu ce que tu as entendu aussi, avec quoi tu ne serais pas d'accord ou dont tu aurais une autre expérience? Moi, un peu en vrac, je crois que moi, j'ai appris dans ma vie à reconnaître que le bien pouvait venir de mon ennemi. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé apprendre. Et du coup, pour moi, c'est devenu presque une source de plaisir d'accueillir et de bien recevoir et de bien accueillir des propositions qui viennent de gens qui m'agacent. Et en revanche, c'est resté une difficulté pour moi d'accepter que la solution que je trouve excellente et que je rêverais qu'on adopte
ne soit pas choisi par d'autres personnes dans le groupe. Je trouve que c'est une vraie difficulté dans le collectif. Et en fait, je me dis, moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on avance en groupe et qu'on trouve des processus qui nous rendent efficaces. Mais je pense que malgré cette passion que j'ai, je sens qu'au fond de moi, le challenge qui s'impose à moi, c'est cette difficulté-là, c'est d'accepter que d'autres ne pensent pas comme moi et que l'idée dévie la solution dévie de ce que j'aurais pensé idéal au départ. Voilà, donc c'est peut-être très personnel, mais je trouve que c'est, tu mettais le doigt là-dessus. Pour moi, ça serait un axe de progrès, mais qui n'est transformable que par un cheminement personnel. Et puis sinon, dans la rubrique outils, moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans un processus de décision, c'est les tours appréciatifs où quelqu'un propose et puis on invite chacun à dire ce que j'aime, ce qui me gratte, et je propose à la place. Et puis après, la personne qui a proposé reste libre d'enrichir ou pas. Enfin, il faut s'être mis d'accord sur ce qu'on a. Une source de créativité et on a l'assurance qu'on a consulté le groupe et qu'on a recueilli, on s'est donné la possibilité d'enrichir la proposition qu'on avait. Je trouve que ça serait peut-être un autre niveau il me semble que tu n'as pas cité dans les outils de prise de décision, cette modalité d'enrichissement qui peut ne pas être très longue, pas être lourde à vivre et qui peut aussi, qui est plus un tout petit peu plus, qui conduit un peu plus d'ouverture que le decider pouce en l'air, pouce en bas ou droit de veto. Enfin, c'est une modalité intermédiaire, je veux dire. Et qui, il me semble, fait partie du processus gestion par consentement. Exactement. Ouais. Et même qu'on retrouve, on peut dire, dans le processus dit de prise d'avis. La prise d'avis, c'est le processus par lequel, quand je veux avancer sur quelque chose, que je sache déjà la décision que je veux prendre ou pas, je vais aller consulter les personnes qui sont impactées par ma décision. Celles qui vont avoir un impact. Si je change quelque chose, je prends ma décision, il y a des gens qui ont un impact, que ce soit des clients ou des collègues. Et donc, je vais aller les voir en leur disant, j'envisage de faire évoluer ça, voire j'envisage de faire ceci. J'envisage de prendre tes décisions, etc. Et donc, je vais leur demander, et les questions que tu rappelles sont, je trouve, très précieuses. Qu'est-ce qui te plaît dans cette proposition ? Et qu'est-ce qui t'ennuie? Mais comme tu l'as dit, comment tu proposerais que je fasse? Parce que qu'est-ce qui t'ennuie? C'est un peu comme si je vous dis, vous avez aimé le déjeuner? Bah non, moi j'ai pas aimé la salade. Bah, je ne sais pas si vous aimez pas la salade parce qu'il n'y avait pas de tomates dedans, parce qu'il y avait trop de vinaigrette, parce qu'elle était au début du repas, parce qu'il y en avait trop, parce que de toute façon il en fallait pas. En fait, je ne sais pas quoi faire de cette réponse. Je ne sais pas comment m'améliorer. Et donc, qu'est-ce qui te gratte? C'est surtout pour amener la personne à concrètement comment tu proposerais que j'améliore. Mais parfois, moi, je squeeze carrément qu'est-ce qui te gratte ou qu'est-ce que tu n'aimes pas. C'est qu'est-ce que tu apprécies et comment tu proposerais de l'améliorer. Et en fait, on va très vite dans de la suggestion qui est actionnable. Donc, ouais, merci Violaine du rappel parce que c'est beaucoup plus simple que la gestion par consentement. Ça permet aussi d'éviter de rassembler les gens parce que je peux très bien faire la tournée des popotes un par un sans forcément faire discuter tout le monde. Et c'est effectivement une façon de décider intermédiaire, la prise d'avis qui fonctionne très bien. Là encore, il y a une question de jugement de est-ce que ma situation s'y prête et est-ce qu'au bout du compte, ce que je vais faire va être plutôt bon pour tout le monde et accepté, acceptable et ainsi de suite. Et justement, ça nous ramène à ce que tu as dit juste avant. Je vais te partager deux, trois éléments de réflexion, puis on va se quitter pour mettre personne en retard, mais merci beaucoup parce que c'est très riche. Ta réflexion que tu as dite personnelle, je pense qu'elle concerne vraiment beaucoup de gens. Elle est assez universelle de se demander comment je fais pour être prêt à ce que les gens décident autre chose que ce que j'aurais aimé qu'ils décident. Et pour moi, il me semble que le déclic, il est venu fin 2016, au début d'un parcours de dirigeant qui avait lieu sur 7 mois. Sur un an, pardon, en 7 fois sur un an. Et c'est là où vraiment j'ai été percuté par l'intelligence collective et je crois que c'est là que j'ai commencé à vraiment embrasser la croyance, la conviction que l'équipe avait raison, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'a pas raison sur le plan rationnel ou analytique, mais elle a raison au sens où c'est ça qui sera le plus productif, c'est d'écouter l'équipe. Et donc moi, ce que je t'encourage, c'est à aimer toujours plus que le groupe avance, plus que le fait que le groupe avance dans la direction que tu aurais aimé. Tu vois, l'amour d'avancer et de progresser plutôt que l'amour de la réponse. Et en tant que facilitateur de ma propre équipe, c'est ça que je trouve canon, c'est d'arriver même à ne plus faire d'hypothèses ou ne plus rêver qu'ils choisissent ceci ou cela,
mais simplement de trouver super canon qu'en une demi-heure, on décide quelque chose et qu'on avance. Et ça, c'est un très, très grand bonheur. Et donc, moi, je te le souhaite et je crois que c'est peut-être ça à travailler, c'est dans l'ordre de nos valeurs, en fait, c'est dans l'ordre de nos préférences. Ça peut être un élément de réflexion. Donc, merci à vous tous pour vos contributions. C'est très précieux. Et puis, il y a Mossane qui nous a mis dans le chat au début du webinaire, la notion de pépite par webinaire est juste géniale. Donc, c'est cool. Je vais garder ça. Ça, c'est ce qu'elle a aimé dans le webinaire, je pense. Puis après, elle a écrit aussi ma pépite, c'est pour obtenir de la joie dans la difficulté, il faut résoudre un problème. Un peu ce que Marie-Pierre aussi nous a rappelé. Merci à vous tous. Vous savez que je reste assez accessible et à l'écoute par les différents canaux. Donc surtout, sollicitez-moi si vous avez besoin de coups de pouce, de quoi que ce soit. Je réponds à tous les messages. Ça prend parfois plusieurs semaines, selon que je suis en congé, selon qu'il y a des, comme sur LinkedIn dernièrement, des milliers de messages qui s'accumulent. Ça me prend du temps, mais je réponds à tous les messages. Donc vraiment, faites-le. C'est un plaisir pour moi. Et puis en plus, à chaque fois, ça me fait progresser, comme tout ce que vous venez de partager. Merci encore à Sébastien, qui est l'hôte et l'organisateur de ces webinaires. C'est le 4e et dernier épisode de la série qui s'achève. Et on va continuer de se suivre par LinkedIn en particulier, mais je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter de Digital Collab qu'on va probablement relancer, parce qu'on voit qu'on a vraiment beaucoup à partager et que c'est important pour les gens. Donc, il suffit d'aller sur Digital Collab, la rubrique Actualité, et puis sur le côté, vous vous inscrivez dans le newsletter, vous mettez votre mail et vous vous inscrivez. Ceci pour ne rien louper à l'avenir. Et puis, je vous propose aussi, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes d'accord pour le faire, de déposer 5 étoiles pour simplement que d'autres personnes puissent savoir que ce qu'on fait, ça a de la valeur pour vous. Et bien sûr, si en même temps que les étoiles, vous dites voilà ce que vous avez gagné avec à connaître Digital Collab et éventuellement quelque chose que vous suggérez comme amélioration, évidemment, on est très preneur, donc faites-le, voilà, faites-le. Et ça nous permet de diffuser le message et ça nous rend service. Donc encore merci à tous, bonne exploitation des pépites, et puis à un de ces jours, avec grand plaisir pour la suite de nos aventures. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Grand merci. À bientôt.